Le 29 avril 1945, vers 17 heures, un ciel de plomb recouvre Berlin. Les nuages bas charrient une pluie fine et froide qui tombe sur les décombres, les cratères d'obus et les façades éventrées de la Wilhelmstrasse. L'air sent la pierre brûlée, le plâtre mouillé et la fumée âcre qui monte des quartiers en flammes. Au loin, on entend le grondement continu de l'artillerie soviétique. Un roulement sourd qui fait trembler les murs et des taches de fines particules de ciment des plafonds. Cela fait des semaines que Berlin vit sous les bombardements, que les habitants se terrent dans les caves, que les soldats de la Wehrmacht et de la Waffen-SS mènent des combats de rue désespérés contre l'armée rouge qui encercle la ville. Loin des avenues où des milliers d'hommes meurent chaque jour, au cœur du complexe gouvernemental du Troisième Reich, sous plusieurs mètres de béton armé, se cache le Führerbunker, un abri souterrain où Adolf Hitler, chef du Reich allemand, vit ses dernières heures. Pour raconter ce moment, il faut descendre dans cet univers clos et étouffant, explorer les couloirs humides et les pièces exiguës où se joue l'acte final d'un régime qui a plongé l'Europe dans le chaos et la mort. Le Führerbunker se situe sous le jardin de la nouvelle chancellerie du Reich, un bâtiment monumental construit par l'architecte Albert Speer entre 1938 et 1939, symbole de la mégalomanie nazie avec ses colonnes de marbre, ses galeries interminables et ses salles d'apparat démesurées. Mais en ce printemps 1945, la chancellerie n'est plus qu'une carcasse éventrée par les bombes. Les plafonds se sont effondrés, les vitres ont volé en éclats, les façades sont criblées d'impacts. Seul le bunker, enfoui à 8 mètres sous terre, protégé par un toit de béton armé de 4 mètres d'épaisseur, reste relativement intact. On y accède par 2 entrées, l'une depuis la chancellerie elle-même, par un escalier en colimaçon qui plonge dans les entrailles de la terre, l'autre depuis le jardin, par une tour d'accès en béton surmontée d'une petite tourelle de guet. Les marches de béton sont humides, glissantes, bordées de murs épais recouverts d'une peinture grise qui s'écaille. En descendant, on traverse d'abord le Fort Bunker, construit en 1943, un niveau supérieur où se trouvent les quartiers du personnel, des cuisines, des salles de garde, des toilettes. Puis on atteint le bunker inférieur, le Führerbunker proprement dit, construit en 1944 sous la direction de l'ingénieur Karl Piepenburg, composé d'une douzaine de pièces minuscules, distribuées le long d'un couloir central étroit qui ne dépasse pas 1,20 m de largeur. L'humidité suinte des murs, malgré les systèmes de ventilation qui ronronnent en permanence, alimentés par des groupes électrogènes diesel installés dans des salles annexes. Les ampoules électriques diffusent une lumière jaunâtre et faible, créant des ombres mouvantes sur les murs. L'air est vicié, chargé d'une odeur de moisi, de sueur, de tabac froid et de désinfectant. Des générateurs vrombissent quelque part dans les profondeurs, produisant un bruit de fond incessant qui recouvre presque les explosions lointaines. Les couloirs sont encombrés de caisses de munitions, de valises abandonnées, de documents empilés, de bouteilles vides, de jerrycans d'essence. Des officiers en uniforme, le visage marqué par la fatigue et l'angoisse, vont et viennent en silence, saluant machinalement. Des secrétaires tapent à la machine dans un coin, le cliquetis des touches résonnant dans l'espace confiné. Des soldats de la garde personnelle, membres du SS Begleitkommando, montent la faction devant certaines portes, fusil à l'épaule, regard vide, épuisés par des nuits blanches et la tension permanente. Des téléphones sonnent sans répit, des radios crachotent des messages codés, des cartes militaires s'entassent sur les tables, annotées de flèches et de cercles rouges qui indiquent les positions ennemies de plus en plus proches. Adolf Hitler occupe une suite de 3 pièces au fond du bunker, accessible par une porte blindée gardée jour et nuit par 2 sentinelles SS.
La première pièce est une chambre exiguë, à peine 7 mètres carrés, meublée d'un lit étroit recouvert d'une couverture grise, d'une table de nuit en bois clair sur laquelle reposent quelques livres, un verre d'eau, des lunettes de lecture et d'une petite armoire métallique où pendent 2 ou 3 uniformes. Le sol est recouvert d'un tapis élimé. Les murs sont nus, peints en blanc cassé. Une ampoule nue pend du plafond, diffusant une lumière crue. À côté se trouve un salon de travail, légèrement plus grand, équipé d'une table recouverte de cartes militaires annotées à la main, de crayons de couleur, de rapports dactylographiés, de télégrammes froissés. Quelques chaises en bois entourent la table. Sur un mur, un portrait de Frédéric II de Prusse, le roi philosophe que Hitler admire pour sa ténacité face aux coalitions ennemies. Enfin, un bureau minuscule où s'entassent des dossiers, des notes manuscrites, des livres ouverts, des plans de forteresses et de lignes de défense qui n'existent plus que sur le papier. Le 29 avril, Hitler a 56 ans, mais il en paraît 70. Son corps est voûté, ses épaules tombent, ses mains tremblent en permanence à cause d'un syndrome parkinsonien avancé, probablement aggravé par les innombrables médicaments qu'il ingurgite depuis des années. Son teint est grisâtre, sa peau est flasque, ses yeux, autrefois perçants, sont injectés de sang, cernés de poches violacées. Ses cheveux, autrefois soigneusement peignés en arrière, pendent en mèches grasses sur son front. Il porte un uniforme gris-vert, sans décoration, une veste ample qui flotte sur son torse amaigri, un pantalon froissé, des chaussures noires mal cirées. Ses pas sont traînants, hésitants. Il s'appuie parfois sur le bras d'un aide de camp pour parcourir les quelques mètres qui séparent sa chambre de la salle des cartes. Depuis des mois, il ne sort plus du bunker. La dernière fois qu'il est monté à la surface, c'était le 20 mars 1945, pour décorer quelques jeunes soldats de la Hitlerjugend, dans le jardin de la chancellerie. Des adolescents de 14 ou 15 ans, en uniforme trop grand, terrifiés à l'idée d'être envoyés au front, auquel il a serré la main en marmonnant des paroles d'encouragement. Depuis, il vit reclus, coupé du monde, entouré d'un cercle restreint de fidèles qui assistent à sa déchéance. Parmi ces fidèles, Martin Bormann, son secrétaire personnel, homme corpulent, au visage bouffi, chef de la chancellerie du parti, qui contrôle l'accès à Hitler et filtre les informations qui lui parviennent. Bormann, taciturne et efficace, note chaque ordre, chaque directive, dans l'espoir de préserver une trace de l'autorité du Führer. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, homme de petite taille, au visage émacié, à la voix de stentor, qui est venu s'installer dans le bunker avec toute sa famille le 22 avril, refusant d'évacuer Berlin et déclarant qu'il mourra aux côtés de son Führer. Goebbels a amené sa femme Magda et leurs 6 enfants, tous portant des prénoms commençant par H en hommage à Hitler. Helga, Hilde, Helmut, Old, Edda, Heide, âgés de 4 à 12 ans, qui jouent dans les couloirs du bunker, inconscients du drame qui se noue. Heinz Linge, le valet personnel d'Hitler,
Depuis 1935, grand homme blond, au visage impassible, qui s'occupe de son linge, de ses repas, de ses médicaments, qui le coiffe et l'aide à s'habiller. Hans Bauer, son pilote personnel, qui a survécu à des centaines de vols à travers l'Europe et qui reste fidèle jusqu'au bout. Le docteur Ludwig Stumpfegger, chirurgien de la SS, qui a remplacé le docteur Theodor Morell, renvoyé quelques jours plus tôt, après des années de service, pendant lesquelles il a administré à Hitler un cocktail effroyable de vitamines, d'hormones, de stimulants, d'opiacés et de drogues diverses. Et enfin, Eva Braun, la compagne de longue date de Hitler, qu'il a toujours tenue à l'écart de la vie publique, cachée dans des résidences de montagne, qu'il n'a jamais présentées officiellement, et qui a choisi de rester à ses côtés dans ses derniers jours, refusant d'être évacuée vers la Bavière. Eva Braun est arrivée à Berlin le 15 avril 1945. Descendant du Berghof, la résidence alpine de Hitler, près de Berchtesgaden. Malgré les routes bombardées et les colonnes de réfugiés qui fuient vers l'ouest. Elle a 33 ans. Elle est petite, menue, avec des cheveux blonds tirés en arrière. Un visage au teint pâle, des yeux clairs. Elle porte des robes simples, mais élégantes, des bijoux discrets. Dans le bunker, elle s'efforce. Elle sait que la fin est proche. Elle a choisi de partager le destin de Hitler, par amour, par fidélité, ou peut-être par incapacité à envisager une vie sans lui. Pendant des années, elle a vécu dans l'ombre, attendant qu'il lui consacre quelques jours entre deux campagnes militaires, s'ennuyant dans des châteaux isolés, jalousée par l'entourage, méprisée par certains dignitaires qui la considèrent comme une maîtresse indigne du statut de compagne officielle. Mais maintenant, dans ce bunker assiégé, elle devient la dernière femme de Hitler, celle qui restera jusqu'à la fin. Le mariage a lieu dans la nuit du 28 au 29 avril, vers 1h du matin, dans la petite salle de conférence du bunker, transformée pour l'occasion en salle de cérémonie improvisée. Un fonctionnaire municipal, Walter Wagner, membre du Volkssturm, a été convoqué d'urgence pour célébrer l'union civile. Wagner, homme d'une quarantaine d'années, nerveux, portant un brassard nazi sur son uniforme de milicien, a traversé les lignes de front sous les obus pour rejoindre la chancellerie. Il arrive vers minuit, tremblant, couvert de poussière, soulagé d'être encore en vie. On le conduit dans le bunker, on lui explique ce qu'on attend de lui. Il sort ses documents administratifs, prépare les formulaires, vérifie les identités. Hitler et Eva Braun se tiennent debout côte à côte devant lui. Eva porte une robe noire en soie, simple mais élégante, et tient un petit bouquet de fleurs cueillies on ne sait où, dans les ruines. Hitler porte son uniforme habituel, froissé, sans décoration. Wagner lit les formules légales d'une voix tremblante, demandant aux futurs époux s'ils jurent être de pure race aryenne, s'ils ont des antécédents héréditaires susceptibles de nuire à la descendance. Formalités absurdes dans ces circonstances apocalyptiques, mais auxquelles Hitler tient, même à l'heure de sa mort. Hitler et Eva répondent par l'affirmative, d'une voix monocorde. Joseph Goebbels et Martin Bormann servent de témoins, signant les documents d'une main tremblante. Après la brève cérémonie, une réception improvisée se tient dans la salle adjacente. On sert du champagne tiède et des sandwichs au pain noir. Les conversations sont guindées, ponctuées de longs silences embarrassés. Quelques officiers lèvent leurs verres en murmurant des toasts sans conviction. Eva sourit faiblement,
essaie de faire bonne figure, embrasse les secrétaires, leur offre des souvenirs personnels, des foulards, des bijoux, comme si elle distribuait déjà son héritage. Vers 2 heures du matin, Hitler se retire dans son bureau avec sa secrétaire Traudl Junge pour dicter son testament politique et son testament personnel. Traudl Junge, jeune femme de 25 ans aux cheveux bruns, arrivée dans l'entourage de Hitler en 1942, est l'une des 4 secrétaires qui se relaient pour noter ses discours, sa correspondance, ses ordres. Elle s'installe devant sa machine à écrire, insère plusieurs feuilles de papier carbone pour faire des copies, pose ses doigts tremblants sur les touches. Hitler, assis dans un fauteuil, les mains posées sur les accoudoirs, commence à parler lentement, s'arrêtant parfois pour chercher ses mots, reprenant son souffle, répétant certaines phrases. Sa voix est éraillée, fatiguée, mais le ton reste ferme, dogmatique. Dans le testament politique, il accuse les Juifs d'avoir provoqué la guerre, de l'avoir imposée au peuple allemand, réaffirme sa vision du monde national-socialiste, justifie toutes ses décisions, nie toute responsabilité dans les millions de morts. Il désigne l'amiral Karl Dönitz comme son successeur à la présidence du Reich, nomme Joseph Goebbels chancelier, Hermann Göring et Heinrich Himmler, qu'il considère comme des traîtres pour avoir tenté de négocier avec les Alliés, sont expulsés du parti. Il ordonne la poursuite de la guerre, exige que le peuple allemand continue de résister, appelle à la haine éternelle contre les Juifs. Il termine en déclarant qu'il a choisi la mort à Berlin plutôt que de tomber entre les mains des ennemis. Dans son testament personnel, il lègue ses biens personnels au Parti national-socialiste, ou, si le parti n'existe plus, à l'État allemand. Il déclare qu'il a épousé Eva Braun, qu'elle porte désormais son nom, et annonce qu'ils choisiront ensemble la mort pour échapper à la honte de la capitulation ou de la capture. Il demande que leur corps soit brûlé immédiatement. Traudl Junge tape mécaniquement, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Les touches de la machine cliquettent dans le silence oppressant. Les documents sont achevés vers 4 heures du matin. Hitler les relit attentivement, appose sa signature en bas de chaque page, d'une écriture tremblante, presque illisible. 3 copies sont préparées pour être transmises à l'extérieur du bunker, confiées à des officiers de liaison qui tenteront de traverser les lignes soviétiques et de rejoindre les zones tenues par les Allemands à l'ouest ou au nord. Mais il est incertain qu'elles parviendront à destination. L'une sera effectivement remise à Dönitz quelques jours plus tard, confirmant sa nomination. Hitler congédie Traudl Junge, lui serre la main, la remercie pour ses services, lui souhaite bonne chance. Elle sort du bureau, retourne dans sa chambre, s'effondre sur son lit, pleure en silence, réalisant que tout est fini. Le 29 avril au matin, Hitler se réveille tard, vers 11 heures. Il dort peu depuis des mois, hanté par des cauchemars, réveillé par la douleur qui irradie dans son dos, ses jambes, ses articulations. Il se lève avec difficulté, enfile une robe de chambre, va aux toilettes, se regarde dans le miroir fêlé, accroché au-dessus du lavabo. Le visage qui lui fait face est celui d'un vieillard, méconnaissable, un fantôme de l'homme qu'il était. Il se rase avec un rasoir mécanique. Ses mains tremblent tellement qu'il se coupe à plusieurs reprises. Tamponne le sang avec une serviette. Il enfile un uniforme propre que Linge a préparé. Laisse Linge boutonner sa veste, ajuster sa ceinture. Il prend un petit déjeuner frugal, un bol de lait tiède, quelques biscottes sèches, une pomme coupée en quartiers. Il ne mange plus de viande depuis longtemps, prétendant suivre un régime végétarien strict, bien que ses proches
sache que c'est surtout son estomac, rongé par les ulcères et les médicaments, qui ne tolère plus grand-chose. Il boit un verre d'eau minérale, avale quelques comprimés que lui tend Stumpfegger, des vitamines, des calmants, des stimulants. Un mélange dont personne ne connaît vraiment la composition. Vers midi, Hitler participe à une dernière conférence militaire dans la salle des cartes. Les officiers présents se tiennent au garde-à-vous autour de la grande table en bois, recouverte de plans de Berlin annotés. Le général Hans Krebs, chef d'état-major de l'armée de terre depuis le 1er avril, officier méticuleux qui parle couramment le russe, ayant été attaché militaire à Moscou avant la guerre, expose la situation d'une voix morne, professionnelle, dénuée d'émotion. Les Soviétiques ont franchi la Spree au nord et à l'est. Ils progressent dans le quartier du Tiergarten. Ils sont à moins de 500 mètres de la chancellerie. Les tentatives de contre-attaque, menées par les divisions SS Nordland, composées de volontaires scandinaves et baltes, et les derniers régiments de la Wehrmacht, ont échoué, repoussés par des tirs d'artillerie massifs et des assauts de chars. Les munitions manquent. Les soldats désertent. Les civils fuient par milliers vers l'ouest, en traversant les ponts encore debout sur la Havel. Aucun renfort n'arrivera. La 12e armée, sur laquelle Hitler comptait pour briser l'encerclement et libérer Berlin, est bloquée à 60 km au sud-ouest, coincée entre les Américains à l'ouest et les Soviétiques à l'est, incapable de percer. La 9e armée, encerclée au sud-est de Berlin, se bat pour sa survie et ne peut envoyer aucun secours. Les effectifs des défenseurs de Berlin fondent d'heure en heure, passant de 100 000 à 50 000 hommes encore capables de tenir une arme. Les hôpitaux débordent de blessés. Les rues sont jonchées de cadavres que personne n'enterre plus. Hitler écoute en silence, les yeux fixes, les lèvres serrées, les mains posées à plat sur la table pour masquer leur tremblement. Il a cessé depuis plusieurs jours de hurler, de menacer, d'accuser ses généraux de trahison et de lâcheté, de promettre des victoires impossibles. Il semble résigné, vidé, comme si une part de lui avait déjà quitté ce monde. Il murmure quelques ordres qui n'ont plus de sens, demande des rapports sur des unités qui n'existent plus, sur des contre-attaques qui ne seront jamais lancées. Il ordonne que la division Steiner attaque depuis le nord, alors que la division Steiner a été anéantie plusieurs jours auparavant. Il demande où se trouve la 9e armée, alors qu'elle est encerclée et détruite. Les officiers échangent des regards gênés, ne savent que répondre, murmurent des formules vagues pour ne pas le contredire ouvertement. Lorsque la conférence se termine, Hitler se lève avec peine, s'appuie sur le bord de la table, salue mécaniquement d'un geste de la main, retourne dans ses quartiers en traînant les pieds. Dans l'après-midi, Eva Hitler, comme elle se fait désormais appeler, organise une petite réception dans le couloir du bunker pour tenter de maintenir un semblant de vie sociale, de normalité. Elle invite les secrétaires, Traudl Junge, Gerda Christian, Christa Schröder, les infirmières, quelques officiers. On installe des chaises pliantes, on distribue du cognac dans des verres à liqueur, du café ersatz dans des tasses ébréchées, des cigarettes. Eva, vêtue d'un chemisier blanc et d'une jupe sombre, fait semblant de sourire,
parle de sujets anodins, raconte des anecdotes sur sa vie à Munich, ses vacances au Berghof, ses promenades avec les chiens, comme si la fin du monde ne se jouait pas à quelques centaines de mètres au-dessus de leur tête. Elle montre ses bijoux, une bague en or, un bracelet en argent, offre des cigarettes américaines qu'elle a conservées dans une boîte métallique depuis des mois. Les autres, gênés, répondent par monosyllabes, fument en silence, regardent le sol. Personne n'ose évoquer ce qui va arriver. Tout le monde sait que le bunker sera bientôt pris, que les soviétiques ne feront pas de quartier, que les femmes seront violées, les hommes fusillés ou déportés en Sibérie. Certains ont déjà préparé des capsules de cyanure, glissées dans la poche de leur uniforme, prêtes à être croquées au dernier moment. D'autres envisagent de tenter une sortie nocturne, de traverser les lignes ennemies déguisées en civils, de rejoindre les zones tenues par les Américains à l'ouest. Mais personne ne parle ouvertement de ces plans. En fin d'après-midi, vers 17 heures, Hitler apprend la mort de Benito Mussolini. La nouvelle lui parvient par un message radio déchiffré par les services de renseignement transmis depuis l'Italie du Nord. Le Duce a été capturé par des partisans italiens le 27 avril alors qu'il tentait de fuir vers la Suisse, exécuté sommairement le 28 avril près du lac de Côme avec sa maîtresse Clara Petacci et plusieurs de ses fidèles. Puis leurs cadavres ont été transportés à Milan et pendus par les pieds à une station-service de la Piazzale Loreto, exposés à la foule qui les insulte, les frappe, crache dessus. Des photographies accompagnent le message, floues, prises par un correspondant de guerre américain, montrant les corps suspendus, la tête en bas, le visage tuméfié de Mussolini, les vêtements déchirés de Clara Petacci, la foule en délire. Hitler regarde les images en silence, longuement, le visage impassible, sans montrer la moindre émotion. Il pose les photos sur la table, appelle Heinz Linge, lui donne des instructions précises, parlant lentement, articulant chaque mot. Lorsqu'il sera mort, son corps devra être brûlé immédiatement pour éviter qu'il ne tombe entre les mains des soviétiques. Il ne veut pas être exhibé comme un trophée, photographié, insulté par la populace. Il ne veut pas que son cadavre soit exposé dans un musée, momifié, montré en spectacle. Linge hoche la tête, prend note, promet que tout sera fait selon ses volontés. Hitler demande si l'on dispose de suffisamment d'essence. Linge répond qu'il reste quelques bidons dans le garage de la chancellerie, peut-être 200 litres. Hitler insiste. Il faut brûler les corps jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Il faut verser toute l'essence disponible. Il faut que les flammes soient assez hautes, assez longues. Linge assure qu'il fera le nécessaire, qu'il supervisera personnellement la crémation. Hitler le congédie d'un geste, retourne s'asseoir dans son fauteuil, reste immobile, perdu dans ses pensées. La soirée du 29 avril se déroule dans une atmosphère lourde et tendue. Le dîner est servi dans la salle commune vers 20 heures, une pièce encombrée de tables en bois, de chaises dépareillées, de caisses qui servent de rangement. On mange des pommes de terre bouillies, des légumes en conserve, du pain noir rassis. Hitler ne touche presque pas à son assiette, chipote avec sa fourchette, pousse la nourriture d'un côté à l'autre. Il boit un verre d'eau minérale, mastique longuement une bouchée de pommes de terre, la recrache discrètement dans une serviette. Eva, assise en face de lui, essaie de lancer la conversation, évoque des souvenirs, pose des questions sur l'avenir, mais personne ne répond. Goebbels, assis à côté d'elle, le teint cireux, les yeux enfoncés dans leurs orbites, ne dit rien. Regarde fixement son assiette. Magda Goebbels, assise à l'autre bout de la table, fume cigarette sur cigarette, les mains tremblantes, les lèvres pincées. Leurs 6 enfants, enfermés dans une pièce adjacente, dorment ou jouent aux cartes dans l'ignorance de ce qui se prépare. Après le repas, Hitler se retire dans son bureau.
Eva le suit. Ils restent ensemble 1 heure, parlant à voix basse. Personne ne sait ce qu'ils se disent. Peut-être se remémore-t-il leur rencontre à Munich, en octobre 1929, dans l'atelier du photographe Heinrich Hoffmann, où Eva travaillait comme assistante. Une jeune fille de 17 ans, aux yeux clairs, qui avait été séduite par le charisme de cet homme politique en pleine ascension. Peut-être évoque-t-il les années passées au Berghof, la résidence de montagne dans les Alpes bavaroises, les promenades avec les chiens bergers allemands, Blondie et les autres, les projections de films dans la grande salle, les après-midi au bord du lac Königssee. Peut-être ne disent-ils rien, assis côte à côte, dans le silence oppressant du bunker, se tenant la main, attendant que l'heure vienne. Vers minuit, Hitler fait venir Otto Günsche, son aide de camp SS, officier de 30 ans, grand et blond, membre de la Leibstandarte Adolf Hitler, la garde personnelle du Führer. Günsche entre au garde-à-vous, claque des talons, tend le bras dans le salut nazi. Hitler lui ordonne de rassembler 200 litres d'essence et de les entreposer dans le jardin de la chancellerie, à proximité de la sortie d'urgence du bunker, celle qui débouche sur une petite tour de béton surmontée d'une tourelle de guet. Günsche salue, sort exécuter l'ordre, monte à la surface avec 4 ou 5 soldats de la garde, membres du SS Begleitkommando. Dehors, la nuit est noire, épaisse, étouffante, striée par les lueurs des incendies qui rougeoient à l'horizon. Les explosions se succèdent, éclairant brièvement les façades détruites, les immeubles éventrés, les arbres déchiquetés. Des rafales de mitrailleuses claquent dans les rues voisines. Des balles traçantes dessinent des arcs de cercles lumineux dans le ciel. Günsche et ses hommes, courbés en deux, se déplacent rapidement à travers les ruines, récupèrent des bidons d'essence dans les réserves du garage de la chancellerie, les transportent jusqu'au jardin, les déposent près de la sortie de secours. Un sas de béton surmonté d'une petite tourelle carrée. Le sol est jonché de gravats, de morceaux de verre, de branches d'arbres cassées, de débris de toutes sortes. Un cratère d'obus a creusé un trou de plusieurs mètres de diamètre à quelques pas de là, rempli d'eau stagnante. Les soldats travaillent rapidement, en silence, conscients que les tireurs d'élite soviétiques peuvent être embusqués dans les ruines environnantes, prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Une fois la tâche accomplie, les bidons alignés contre le mur, ils redescendent dans le bunker, referment la porte blindée derrière eux, soufflent un instant, s'essuient le visage couvert de sueur et de poussière. Le 30 avril commence vers 3 heures du matin avec une nouvelle vague de bombardements. Les soviétiques intensifient leurs tirs d'artillerie, pilonnant méthodiquement le quartier de gouvernement. Les secousses font trembler le bunker. Des morceaux de plâtre tombent du plafond. Des fissures apparaissent sur les murs. Les ampoules vacillent, certaines éclatent. Les occupants, réveillés en sursaut, sortent de leur chambre en chemise de nuit ou en uniforme froissé, se retrouvent dans le couloir, hagards, les cheveux en désordre, les yeux gonflés de sommeil. Hitler sort de sa chambre en robe de chambre, les cheveux hirsutes, le regard vague. S'approche de la salle des cartes, demande des nouvelles du front à l'officier de liaison de service. Celui-ci lui répond
que les Soviétiques ont atteint la Potsdamer Platz, qu'ils sont maintenant à 200 mètres de la chancellerie, qu'ils progressent rue par rue, immeuble par immeuble, cave par cave. Hitler hoche la tête, ne dit rien, retourne dans sa chambre. Eva, en robe de chambre blanche, se tient dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur la poitrine, frissonnant dans l'air froid et humide. Elle ne dit rien, regarde le couloir où les gens déambulent comme des ombres, des fantômes. Vers 5 heures, le calme revient. Certains retournent se coucher, d'autres restent assis sur des chaises, fumant cigarette sur cigarette, buvant du café ersatz, tiède, dans des gobelets en métal. Hitler se lève définitivement vers 11 heures. Il se rase, se peigne soigneusement, enfile un uniforme propre, le dernier qui lui reste. Linge l'aide à s'habiller, boutonnant la veste, ajustant la ceinture, époussetant les épaules. Hitler demande à voir son chien, Blondie, une berger allemand femelle de 3 ans qu'il affectionne particulièrement, avec qui il joue parfois dans les couloirs du bunker, à qui il donne des friandises, qu'il caresse longuement. On amène la chienne, tenue en laisse par un garde. Blondie remue la queue, lèche la main de Hitler, aboie doucement. Hitler la caresse longuement, lui parle doucement en allemand, lui dit au revoir. Puis, il appelle le docteur Stumpfegger et lui ordonne de tester l'efficacité des capsules de cyanure sur Blondie, pour s'assurer que le poison fonctionne vraiment, qu'il agit rapidement, sans douleur. Stumpfegger hésite un instant, regarde Hitler, comprend qu'il n'a pas le choix. Il prend la chienne, l'emmène dans une pièce adjacente, une petite salle de bain carrelée. Il ouvre la gueule de Blondie, glisse une capsule de cyanure à l'intérieur, referme la gueule, maintient le museau fermé. Quelques secondes plus tard, un gémissement bref se fait entendre, suivi d'un silence. Blondie s'effondre, morte en quelques secondes. Stumpfegger sort, annonce que le poison a agi instantanément, que la mort a été rapide. Hitler ne montre aucune émotion, ne pleure pas, ne dit rien. Il congédie Stumpfegger d'un geste et demande qu'on lui apporte son déjeuner. On lui sert des spaghettis à la sauce tomate, son plat préféré, cuisiné par une des cuisinières du bunker, avec les dernières réserves de pâtes et de sauce en conserve. Il mange lentement, méthodiquement, sans lever les yeux de son assiette, mâchant longuement chaque bouchée. Eva, assise en face, ne mange pas, ne dit rien. Elle fume une cigarette, les mains tremblantes. Regarde Hitler avec une expression indéchiffrable, un mélange de tristesse, de peur, de résignation. Vers 13 heures, Hitler convoque l'ensemble du personnel du bunker dans le couloir pour faire ses adieux. Une trentaine de personnes se rassemblent. Des secrétaires, des officiers, des soldats de la garde, des cuisiniers, des infirmières, des chauffeurs, des techniciens. Hitler, soutenu par Linge d'un côté et par Gunsch de l'autre, sort de ses quartiers et s'avance lentement le long du couloir. Il serre les mains, murmure quelques mots de remerciement, regarde chacun dans les yeux. Son visage est figé, ses gestes sont mécaniques, ses paroles sont à peine audibles. Certains pleurent ouvertement, d'autres restent stoïques, au garde-à-vous, les lèvres serrées. Eva suit, souriante, distribue des écharpes en soie, des flacons de parfum français, des bijoux, des souvenirs personnels, comme si elle distribuait déjà son héritage.
Elle embrasse les secrétaires, leur souhaite bonne chance, leur dit de ne pas l'oublier. Cette scène dure une dizaine de minutes, peut-être un quart d'heure. Puis, Hitler et Eva se retirent dans leur suite. La porte se referme derrière eux avec un bruit sourd, définitif. À l'intérieur, Hitler et Eva se retrouvent seuls dans le petit salon qui sert de vestibule à la chambre. Les murs sont nus, peints en gris clair, sans décoration. Un canapé défoncé, recouvert d'un tissu bleu foncé, est adossé contre le mur. En face, une petite table basse, en bois clair, supporte quelques documents. Un cendrier plein de mégots, un verre d'eau à moitié vide. Une lampe sur pied diffuse une lumière faible, jaunâtre. L'air est lourd, confiné, chargé d'une odeur de moisi et de tabac froid. On entend le ronflement du générateur diesel, le bruit étouffé des explosions en surface, les voix sourdes des gens qui parlent dans le couloir, des pas qui résonnent sur le béton. Hitler s'assoit sur le canapé, dans le coin gauche. Eva à ses côtés, dans le coin droit. Il reste un moment silencieux, sans se regarder, fixant le mur d'en face. Puis Hitler sort de sa poche intérieure le pistolet qu'il garde toujours sur lui. Un Walther PPK, calibre 7,65 mm. Arme compacte au canon court, facile à dissimuler. Il vérifie le chargeur, éjecte le magasin, compte les balles. 7 cartouches. Remet le magasin en place, arme la culasse d'un geste sec. Eva sort de la poche de sa robe une petite capsule de verre contenant du cyanure, fournie quelques jours plus tôt par le docteur Stumpfegger, prélevé sur le stock de capsules que Himmler avait fait fabriquer pour les officiers SS. Elle la tient entre le pouce et l'index, la regarde à la lumière, voit le liquide transparent à l'intérieur. Hitler lui dit quelques mots à voix basse. On ne sait pas exactement ce qu'il dit. Peut-être lui demande-t-il si elle est sûre de vouloir faire cela, si elle ne préfère pas tenter de s'échapper, de se cacher, de survivre. Peut-être lui dit-il qu'il l'aime, qu'il regrette de l'avoir entraînée dans cette fin. Eva secoue la tête, sourit faiblement, répond qu'elle restera avec lui jusqu'à la fin, qu'elle ne veut pas vivre sans lui, qu'elle a choisi cette voie en toute conscience. Dehors, dans le couloir, les membres du bunker attendent, figés, tendus. Bormann, Goebbels, Günsche, Linge, les secrétaires, les soldats de la garde. Tous se tiennent debout, immobiles, les yeux fixés sur la porte close. Le temps semble s'étirer, devenir interminable. Quelqu'un allume une cigarette. Un autre se mouche discrètement. On entend le cliquetis d'une machine à écrire au loin, le pas lourd d'un soldat qui monte la garde, le grincement d'une porte qui s'ouvre et se referme. Vers 15h20, 15h30, un coup de feu retentit. Un bruit sec, étouffé par l'épaisseur des murs, mais distinct, reconnaissable. Plusieurs personnes sursautent, se regardent. Personne ne bouge, personne ne dit rien. Günsche et Linge échangent un regard. Puis Linge s'approche de la porte, lentement. Hésite un instant, frappe doucement, appelle à voix basse. Pas de réponse. Il frappe à nouveau, plus fort, appelle plus fort. Toujours pas de réponse. Il saisit la poignée,
la tourne, entr'ouvre la porte, jette un coup d'œil à l'intérieur. Il voit Hitler affalé sur le canapé, la tête penchée en avant, un trou rouge au niveau de la tempe droite, un filet de sang coulant sur sa joue et son menton, goûtant sur son uniforme. Son pistolet est tombé à ses pieds, sur le tapis. À côté de lui, Eva est affaissée contre le dossier du canapé, les yeux fermés, les lèvres légèrement écartées, le visage paisible. Une odeur d'amande amère flotte dans l'air, signe caractéristique du cyanure. Linge entre, suivi de Günsche, de Bormann, de Goebbels. Il contemple la scène en silence, pétrifié. Bormann s'approche, touche le pouls d'Hitler au niveau du cou, confirme qu'il est mort. Günsche vérifie celui d'Eva, constate la même chose. Il reste quelques instants immobile, comme figé dans le temps. Puis Bormann reprend ses esprits et ordonne l'exécution du plan prévu. Linge sort, va chercher des couvertures dans une armoire du couloir. Des couvertures grises en laine rêche, utilisées par les soldats. Günsche convoque 3 ou 4 soldats de la SS, jeunes hommes au visage dur, habitués à obéir sans poser de questions. Ils enveloppent le corps d'Hitler dans une première couverture, serrant les pans pour que le corps ne soit pas visible, puis dans une deuxième pour plus de sécurité. Ils font de même avec celui d'Eva. Les corps sont rigides, lourds, difficiles à manipuler. On les soulève avec précaution, 2 hommes par corps. On les transporte dans le couloir. Les secrétaires détournent le regard. Certaines pleurent. D'autres se cachent le visage dans les mains. Goebbels, debout contre le mur, a le visage fermé, les mâchoires serrées. Les porteurs montent l'escalier en colimaçon, lentement, butant contre les marches étroites, soufflant sous l'effort, s'arrêtant à mi-chemin pour reprendre leur souffle. L'escalier est étroit, sombre. Les murs suintent l'humidité. Les marches sont glissantes. En haut, ils poussent la lourde porte blindée qui donne sur le jardin de la chancellerie, font grincer les gonds rouillés, sortent à la lumière du jour. Dehors, la lumière les éblouit, malgré le ciel couvert. Le temps est gris, froid. Une bruine fine tombe sur les ruines, transformant la poussière en boue. L'air est âcre, chargé de fumée, d'odeurs de poudre, de cadavres. Le jardin, autrefois un espace vert soigné avec des pelouses impeccables, des allées de gravier ratissées, des parterres de fleurs, des arbres taillés, n'est plus qu'un champ de décombres. Des cratères d'obus parsèment le sol, certains profonds de plusieurs mètres, remplis d'eau boueuse. Des arbres carbonisés dressent leurs branches noires vers le ciel, comme des squelettes suppliants. Des monticules de gravats s'entassent contre les murs écroulés de la chancellerie, briques brisées, poutres calcinées, fragments de marbre, morceaux de statues décapitées. Des incendies couvent encore dans les bâtiments voisins, projetant une lueur orangée à travers les fenêtres béantes. Le bruit de la bataille est omniprésent, assourdissant. Le crépitement des mitrailleuses, le sifflement des obus qui passent au-dessus des têtes, le fracas des explosions qui secouent le sol. Des colonnes de fumée noire s'élèvent partout dans la ville, se mêlant aux nuages. Les porteurs avancent en titubant jusqu'à un emplacement dégagé, à une dizaine de mètres de la sortie du bunker, près d'un cratère peu profond. Ils déposent les corps côte à côte dans le cratère, avec précaution, presque avec respect. Les couvertures se détachent partiellement, révélant le visage d'Hitler, les yeux mi-clos, la bouche entr'ouverte,
le sang séché sur la peau grisâtre. Le visage d'Eva, paisible, presque endormie, comme si elle ne faisait qu'une sieste. Günsche et 2 soldats apportent les bidons d'essence entreposés la nuit précédente. Une dizaine de jerrycans métalliques de 20 litres chacun. Ils dévissent les bouchons, versent le liquide sur les corps, trempant les couvertures, le sol autour, arrosant abondamment. L'odeur âcre de l'essence se mêle à celle de la fumée et de la poudre, prend à la gorge. Un des soldats sort une boîte d'allumettes de sa poche, en craque une. La flamme vacille dans le vent, s'éteint. Il en craque une deuxième, la protège de sa main, la jette sur les corps. Rien ne se passe. La flamme s'éteint avant de toucher l'essence. Il recommence, craque plusieurs allumettes, les jette. Enfin, l'une d'elles touche une flaque d'essence. Les flammes jaillissent instantanément, hautes, jaunes, léchant les couvertures, embrasant les corps en quelques secondes. Une épaisse fumée noire s'élève, tourbillonne, âcre, suffocante, sentant la chair brûler. Les hommes reculent, se tiennent à distance, le bras levé pour se protéger le visage de la chaleur intense. Les corps se tordent sous l'effet du feu, les muscles se contractent, les membres se replient, la peau noircit, cloque, éclate, les chairs se rétractent. L'odeur de chair brûlée envahit l'espace, écœurante, insoutenable, se répand dans tout le jardin. Les flammes crépitent, dévorent, transforment les corps en masses informes et fumantes. Pendant plusieurs minutes, les hommes restent là, figés, témoins silencieux de cette crémation improvisée, brutale. Certains lèvent le bras dans un dernier salut nazi, d'autres restent au garde-à-vous, d'autres encore détournent le regard, incapables de supporter le spectacle. Un obus explose à une 50aine de mètres, projetant des éclats de pierre et de métal. Günsche hurle un ordre, il se replie vers l'entrée du bunker en courant, courbé en deux, se retourne une dernière fois pour observer le brasier qui consume les restes du Führer et de sa femme. Les flammes continuent de brûler, alimentées par l'essence, produisant une fumée dense qui s'élève vers le ciel gris. Ils descendent rapidement l'escalier, referment la porte blindée derrière eux, se retrouvent dans la pénombre du bunker, le visage noirci par la fumée, les yeux rouges et larmoyants, la gorge irritée par les vapeurs toxiques. Dans le couloir, l'atmosphère est étrange, comme suspendue entre deux mondes. Certains pleurent ouvertement, d'autres restent prostrés sur des chaises, le regard vide, fixant le sol. Goebbels prend Bormann à part. Il discute à voix basse dans un coin, décide de la suite des événements. Goebbels propose d'essayer de négocier un cessez-le-feu avec les soviétiques, d'envoyer le général Krebs sous drapeau blanc pour parler au commandement russe, annoncer la mort de Hitler, proposer une reddition conditionnelle. Bormann hésite, craint que les soviétiques ne les exécutent tous immédiatement, puis accepte, se disant que c'est la seule option qui reste. Krebs, qui parle couramment le russe, est convoqué. On lui explique la mission. Il enfile son manteau d'officier, prend quelques documents, une copie du testament de Hitler, sort du bunker accompagné de 2 officiers et d'un soldat portant un drapeau blanc improvisé, un drap blanc attaché à un manche à balai. Ils traversent les ruines, les mains levées, criant en russe qu'ils veulent parler, qu'ils ont un message important. Des soldats soviétiques les interceptent après quelques centaines de mètres, les fouillent, confisquent leurs armes, les emmènent vers un poste de commandement installé dans une cave à proximité, sous les décombres d'un immeuble administratif. Krebs est conduit devant un général soviétique, homme trapu, au visage buriné, décoré de nombreuses médailles. Krebs annonce en russe que le Führer Adolf Hitler est mort, qu'il s'est suicidé cet après-midi, qu'un nouveau gouvernement a été formé. Il présente le testament, propose une capitulation conditionnelle, demande un armistice temporaire pour permettre l'évacuation des civils. Le général écoute, impassible, prend des notes, puis refuse catégoriquement.
Il exige une reddition inconditionnelle de toutes les forces allemandes, sans négociation, sans condition. Il dit que seul Staline peut décider, qu'il doit transmettre le message à Moscou, demander des instructions. Les négociations s'enlisent pendant des heures. Krebs reste dans le poste soviétique, assis sur une chaise en bois, fumant des cigarettes russes que lui offrent les officiers, discutant, argumentant, gagnant du temps. Des messages sont échangés avec Moscou. Staline ordonne de ne faire aucune concession, d'exiger la capitulation totale. Les heures passent, la nuit tombe. Krebs comprend que c'est inutile, que les soviétiques ne céderont pas, que la fin est inévitable. Pendant ce temps, dans le bunker, la situation se délite rapidement. Vers 18 heures, on apprend par radio que les soviétiques ont pris la chancellerie, qu'ils fouillent les bâtiments, qu'ils sont à l'entrée du jardin, qu'ils vont bientôt forcer les portes du bunker. La panique s'installe. Des gens courent dans les couloirs, rassemblent leurs affaires, brûlent des documents compromettants, détruisent des dossiers. Goebbels comprend que tout est fini, que la négociation a échoué, que l'heure est venue. Il rassemble sa famille dans leur chambre, une pièce du fort bunker où ils vivent depuis plusieurs jours. Magda Goebbels sort les capsules de cyanure et les seringues de morphine qu'elle a préparées, les pose sur une table. Elle appelle ses 6 enfants, un par un, dans l'ordre de leur âge. Helga, 12 ans, Hilde, 11 ans, Helmut, 9 ans, Hold, 8 ans, Edda, 6 ans, Heide, 4 ans. Elle leur dit d'une voix douce, presque maternelle, qu'ils vont faire une injection qui les fera dormir, qu'ils ne doivent pas avoir peur, que tout ira bien. Les enfants, fatigués, effrayés par les explosions, habitués à obéir à leur mère, ne protestent pas, ne posent pas de questions. Un à un, ils s'allongent sur les lits superposés, se laissent endormir. Magda leur injecte la morphine dans le bras, attend quelques minutes qu'ils s'endorment profondément, puis glisse une capsule de cyanure dans leur bouche et la brise avec une pince ou avec ses doigts. Les enfants meurent en quelques secondes, sans souffrance apparente. Leur visage reste paisible, comme s'ils dormaient. Magda, le visage figé, les yeux secs, sans larmes, accomplit ce geste méthodiquement, mécaniquement, passant d'un lit à l'autre, tuant ses propres enfants pour leur épargner un avenir dans un monde sans national-socialisme. Lorsque le dernier enfant cesse de respirer, elle sort de la chambre, referme la porte doucement, rejoint son mari dans le couloir. Joseph Goebbels, effondré, le visage ravagé par les larmes, l'attend. Ils se prennent par la main, montent à la surface par l'escalier du bunker, sortent dans le jardin, maintenant plongés dans la pénombre du soir. Dehors, la nuit est presque tombée. Le ciel est rouge sang, éclairé par les incendies qui embrasent la ville. Le feu qui consumait les corps d'Hitler et d'Eva n'est plus qu'un tas de braises rougeoyantes, fumantes, répandant une odeur pestilentielle. Goebbels et sa femme s'arrêtent près de la sortie du bunker, regardent une dernière fois le ciel, respirent l'air froid. Un soldat de la SS, sur ordre préalable de Goebbels, s'approche par derrière.
lève son pistolet, leur tire une balle dans la nuque. Leur corps s'effondre sur le sol boueux. Magda en premier, puis Joseph, qui tombe à côté d'elle. Le soldat verse un peu d'essence sur eux, prend une allumette, y met le feu. Les flammes s'élèvent à nouveau, moins hautes que précédemment, éclairant brièvement les ruines alentour, projetant des ombres dansantes sur les murs écroulés. Le soldat redescend dans le bunker, ferme la porte. Dans le bunker, ceux qui restent décident de tenter une sortie plutôt que d'attendre la capture. Vers 22 heures, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, ils se réunissent dans le couloir. Une trentaine de personnes. Bormann, Günsche, Linge, les secrétaires Traudel Junge et Gerda Christian, le pilote Hans Bauer, des officiers SS, des soldats de la garde, des infirmières, des cuisiniers. Ils forment de petits groupes de 5 à 10 personnes, espérant traverser les lignes soviétiques en se faufilant dans les égouts, les tunnels du métro, les ruines. Certains se déguisent en civils, d'autres gardent leur uniforme. Ils prennent des armes, des grenades, des capsules de cyanure, au cas où. Ils montent à la surface, sortent dans la nuit, se faufilent entre les cratères et les décombres, longent les murs effondrés. La ville est un enfer, un paysage dantesque. Des immeubles en flammes éclairent le ciel. Des explosions secouent le sol à intervalles réguliers. Des rafales de mitrailleuses balayent les rues. Des cris résonnent dans l'obscurité. Ils progressent en zigzag, se cachant derrière des murs écroulés, rampant sous des fils barbelés, traversant des cours jonchées de cadavres. Certains sont tués dès les premières minutes, fauchés par des tirs de mitrailleuses ou par des éclats d'obus. D'autres parviennent à avancer de quelques centaines de mètres avant d'être capturés ou abattus par des patrouilles soviétiques qui fouillent les ruines. Martin Bormann, selon certains témoignages, meurt en tentant de traverser la rivière Spree sur un pont détruit, soit tué par une explosion de char, soit suicidé en croquant une capsule de cyanure. Son corps ne sera retrouvé qu'en 1972, lors de travaux de construction, identifié grâce à des analyses dentaires. Günsche et Linge sont capturés par les soviétiques dans les heures qui suivent. Interrogés longuement pendant des jours et des semaines par les services du NKVD, déportés en Russie, où ils resteront prisonniers pendant 10 ans, libérés seulement en 1955. Traudel Junge et Gerda Christian, déguisés en réfugiés, parviennent miraculeusement à échapper aux patrouilles soviétiques en se cachant dans des caves, en se mêlant à des colonnes de civils, à rejoindre les lignes américaines plusieurs jours plus tard, après un périple épuisant de plusieurs centaines de kilomètres. Le général Krebs, resté dans le bunker, se suicide dans la matinée du 1er mai en se tirant une balle dans la tête plutôt que de se rendre. Le 1er mai, vers 8 heures du matin, les soviétiques pénètrent dans le bunker. Les soldats de l'armée rouge descendent prudemment l'escalier en colimaçon, fusils levés, torches électriques à la main, s'attendant à une embuscade, à une résistance désespérée. Ils découvrent des couloirs vides, jonchés de documents éparpillés, de bouteilles brisées, de vêtements abandonnés, de caisses éventrées. Certaines pièces
sont encore éclairés. Les générateurs ronronnent toujours, alimentant les ampoules qui diffusent leur lumière jaunâtre. Ils trouvent les corps des 6 enfants Goebbels dans leur chambre, alignés sur les lits superposés, paisibles, comme s'ils dormaient. Les cheveux soigneusement peignés, les mains croisées sur la poitrine. Les soldats, habitués à la violence, aux cadavres, aux horreurs de la guerre, sont choqués par cette vision. Restent un moment immobile, figés. Plus loin, ils découvrent d'autres cadavres. Des soldats qui se sont suicidés. Des civils tués par des éclats d'obus. Le corps du général Krebs, affalé sur une chaise. Un pistolet à la main. Dans le jardin, guidés par l'odeur, ils trouvent les restes carbonisés de plusieurs corps près de la sortie du bunker. Ils les examinent, photographient, prélèvent des échantillons. Les corps sont tellement brûlés qu'il est difficile de les identifier immédiatement. Les mâchoires, les dents, quelques fragments d'os sont prélevés pour analyse. Les officiers du NKVD, les services de renseignement soviétiques, prennent en charge l'enquête. Ils interrogent les prisonniers, capturés dans les jours précédents et suivants. Fouillent méticuleusement le bunker. Récupèrent des documents, des agendas. Pendant des semaines, ils tentent de reconstituer les derniers jours de Hitler, de confirmer sa mort, d'identifier son corps. Les restes présumés de Hitler et d'Eva Braun sont transportés dans une base militaire soviétique installée dans la banlieue de Berlin, à Buch, puis à Fino. Des médecins légistes soviétiques pratiquent une autopsie sommaire, examinent les fragments de crâne, les mâchoires, les dents. Les dentistes militaires comparent les mâchoires retrouvées avec les dossiers dentaires de Hitler, établis par son dentiste personnel Hugo Blaschke et son assistante Käthe Häusermann, tous deux capturés par les soviétiques et interrogés dans les jours suivants. Blaschke, dentiste depuis 1934 auprès de Hitler, confirme que les dents retrouvées correspondent exactement aux bridges, aux couronnes en or, au plombage qu'il a posé au fil des années. Häusermann, qui a assisté Blaschke lors de nombreuses interventions, confirme également l'identification en reconnaissant les travaux dentaires spécifiques. Les soviétiques concluent qu'Hitler est bien mort le 30 avril 1945, vers 15h30, d'une balle dans la tête tirée avec son propre pistolet, probablement combinée avec l'ingestion d'une capsule de cyanure. Eva Braun est morte empoisonnée au cyanure uniquement. Aucune blessure par balle n'est constatée sur ses restes. Cependant, Staline, pour des raisons politiques et stratégiques, refuse de confirmer officiellement la mort de Hitler pendant plusieurs années. Il laisse planer le doute, suggère publiquement qu'Hitler aurait pu s'échapper, se réfugier en Amérique du Sud, en Espagne ou même en Antarctique, selon certaines rumeurs délirantes. Cette ambiguïté sert les intérêts soviétiques, justifie la poursuite de la guerre froide, maintient la pression sur les Occidentaux. Ce n'est qu'en 1968, 23 ans après les faits, que les autorités soviétiques admettront officiellement dans un livre publié par le journaliste Lev Bezymensky avoir retrouvé et identifié les restes de Hitler. Entre-temps, les restes ont été déplacés à plusieurs reprises, enterrés et déterrés, conservés dans des lieux secrets pour éviter qu'ils ne deviennent un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du nazisme. En juin 1945, ils sont enterrés dans une forêt près de Rathenau, puis exhumés en février 1946 et transférés à Magdebourg, en Allemagne de l'Est, dans la cour d'une caserne militaire soviétique. Ils y restent enterrés pendant 24 ans, gardés secrets, connus seulement de quelques officiers du KGB. En avril 1970, la caserne doit être restituée aux autorités est-allemandes
et le KGB décide d'effacer définitivement toute trace. Sur ordre du directeur du KGB, Yuri Andropov, une équipe spéciale exhume les restes durant la nuit du 4 au 5 avril 1970, les brûle à nouveau dans un endroit isolé jusqu'à réduction complète en cendres, puis disperse ces cendres dans la rivière Biederitz, un affluent de l'Elbe. Seuls quelques fragments, notamment une partie du crâne avec le trou de balle et la mâchoire inférieure, sont conservés dans les archives d'État russes à Moscou, où ils sont toujours entreposés aujourd'hui dans des boîtes en métal, rarement exposées au public. Le bunker, partiellement détruit par les Soviétiques en 1947, est comblé, recouvert de terre et de gravats. Aujourd'hui, à l'emplacement du Führerbunker, se trouve un parking, un terrain vague, quelques immeubles d'habitation. Une plaque, installée en 2006, indique l'emplacement.